Donc là, pour le proxy, j'avais dit qu'on était sur le PSense qui était sur le réseau 200, que je demandais de mettre le squid. Donc je vais y aller, c'est celui qui correspond moi ici, au 200. Du coup, je vais aller, comme je vous ai montré hier, dans le système. Laissez un peu plus de temps pour les notes. Et après, dans le système, ça sera le gestionnaire de paquets qui va nous intéresser. Là, bon, il essaie de vérifier s'il y a des paquets installés. Bon, je vais l'effacer comme ça. On n'a rien vu. Il est effacé. Il n'est pas là. Et après, du coup, pour aller chercher le paquet qu'on veut, on va dans paquet disponible. On était dans système, gestionnaire de paquets, et ensuite paquet disponible. Donc là, si on connaît le terme de ce qu'on cherche, on peut le taper, par exemple squid. Sinon, après, bon, on peut faire défiler la liste pour regarder un peu ce qu'il y a. Ouais. Non, non, il y a un peu de tout, parce que là, par exemple, lui, le Acme, il va gérer les certificats. Là, le ARP, c'est pour des éléments liés à la table ARP. Ça, c'est pour faire de la sauvegarde. Il y a un peu de tout, parce que là, il y a Bind, hein, que je vous avais parlé, qu'on n'a pas vu dans le détail encore. C'est le serveur de DNS de Linux. Donc, en fait, ton PFSense peut aussi faire DNS, serveur DNS, parce que sachant qu'il peut faire aussi serveur DHCP, il peut faire un peu de tout. Là, c'est des trucs liés à. Là, c'est quelques statistiques qu'il peut y avoir. Et puis ça va nous donner des statistiques. Il y a un peu de tout. Il y a un client FTP. Il y a des choses pour gérer la haute disponibilité aussi. Donc il y a un peu de tout. Là, c'est LDP pour réseau. Donc il y a vraiment un peu de tout. Mais là, ce qui va nous intéresser, nous, c'est comment il s'appelle, le squid. Voilà, il y a l'OpenVPN pour exporter des certificats, ce qui est une autre façon de se connecter au VPN. Là, il y a d'autres gestions de bloqueurs, il y a un peu de tout. Ça, c'est pour bloquer, a priori, en fonction d'emplacement géographique. Par exemple, a priori, avec celui-là, c'est comme il voit en fonction d'où vient l'adresse IP. Si vous dites de bloquer, bah, je sais pas, ce qui vient des États-Unis, bah, il va bloquer toutes les adresses qui viennent des États-Unis, par exemple. Ça, c'est le blocage par géolocalisation. Donc il y a un peu de tout. Mais nous, là, ce qui nous intéresse, ça va être le squid. Donc on peut même installer sudo dessus. Ah, ça, c'est. Si ça, on le fera peut-être. Je l'essaierai. Normalement, il marche pas mal celui-là. Sur Icata, c'est pour l'observation du réseau et voir. Pour prévenir les problèmes, au moins, ça permet de bien voir le réseau. Donc là, après, on va sur Squid. On va sur le paquet qu'on veut installer, en l'occurrence ici Squid, et on va faire install. Donc c'est assez simple. On confirme. On veut bien installer. Hein? C'est le Squid, oui, c'est ça. Ah. Si ça a échoué,
Tu as bien internet, oui. Another sense of the sense upgrade is arrived. Try again later. Pour les paquets là. What? Il te dit quoi du coup? Yeah. Ah, il est en train de faire une mise à jour apparemment de PFSense alors, c'est ça que ça veut dire. Donc voilà. Et ici maintenant dans service, c'est là qu'on va retrouver le squid. Donc comme je disais, ici on va aller voir un petit peu plus de détails sur le local cache. Parce que de toute façon le local cache c'est la première chose que vous devez passer avant d'activer Squid. Parce que tant que vous n'avez pas validé le local cache, le Squid ne peut pas fonctionner. Le local cache, c'est pour les logs? Non, c'est ce qui va servir de cache pour les fichiers. Justement des pages internet et tout pour pas qu'il ait les rechercher. Ouais. Mais bon, il y a des logs aussi, hein, mais ça c'est dans un autre répertoire. Mais là c'est vraiment le cache pour, comme je vous Et disais, ça, ça sert de cache aussi le proxy. Donc là par exemple, s'il y a des domaines qu'on veut pas rentrer dans le cache, en sauvegarde, bah, on peut le désactiver pour certains domaines. Donc là, ici, c'est la taille que vous laissez pour du cache. Là, par exemple, par défaut, il a un cache de 100 mégas. Donc si vous voulez que ça soit un cache un peu plus important, vous pouvez mettre 1000 mégas, par exemple. Après, ça dépend en fonction de la taille que vous avez donnée à votre PFSense et tout. Après, l'autre pas spécialement besoin de changer. Donc là, il dit où est-ce qu'il y aura le cache. Ici, minimum object size, c'est la taille minimum d'un fichier qui va stocker. Donc là, quand c'est marqué, quand c'est à 0, c'est qu'il n'y a pas de minimum. Oui. On va devenir un squid proxy serveur. Oui. Donc là, ça dépend si vous voulez, par exemple, qu'ils mettent en cache que les choses qui font plus de 100 kg, bah vous mettez 100. Mais sinon, vous laissez à 0. Et après, à l'opposé, il y a la taille maximum des fichiers qui gardent dans le cache. Donc là, par exemple, il a 4 mégas. Si on met à 10, bah, tous les fichiers qui sont à plus de 10 mégas, ils vont être stockés dans le cache. Donc après, ça dépend un peu de ce que vous faites. Pour les sites, normalement, 4 mégas, c'est déjà pas mal. Parce que, sauf si c'est des sites qui ont des très grosses photos et tout. Donc voilà, on peut jouer avec ça. Là, c'est le nombre de mégas qu'on donne à la RAM pour faire les échanges avec le cache. Donc là, par exemple, on voit qu'on a 64 mégas, mais après, vous pouvez mettre plus en fonction de votre système. Là, juste sur le petit i, là, il dit que ça ne doit pas excéder 50% du total de votre RAM de la machine. C'est-à-dire que si votre machine a 4 Go de RAM, il ne faudra pas mettre plus que 2048. Et le nombre d'objets qui garde en cache dans la RAM. Donc pour aller encore plus vite. Alors, la taille de l'objet maximum qui garde en RAM. C'est-à-dire que les objets de plus de 256 kg ne seront pas stockés dans la RAM. Ils seront stockés dans le cache, mais ils ne seront pas stockés dans la RAM. On peut penser à quoi ça par exemple? Bah, par exemple, un site internet, s'il n'a pas de grosses photos ou de photos haute résolution, bah, du coup, tu peux avoir tout un site internet stocké dans la RAM. Donc ça fait que quand les gens accèdent au cache, bah, comme c'est dans la RAM, c'est encore plus rapide à transférer. Et donc le site, il apparaît instantanément
même plus rapide logiquement que si tu avais été sur Internet, que tu étais passé par plusieurs serveurs en fonction d'où est le site, quoi. Donc surtout si c'est un site qui est, on va dire, situé assez loin, quoi, en dehors de votre zone géographique, du coup, bah, le temps de faire les allers-retours, il y a de la latence, donc ça met un peu de temps à s'afficher. Et si justement il est en cache dans le proxy, et bah du coup ça va s'afficher instantanément puisqu'il va le chercher sur ton serveur au lieu d'aller le chercher sur internet directement. Oui, Du coup, si ça dépasse cette taille, ça va dans la. ça va dans le cache quand même. Ça va dans les 1000 gigas de cache que tu as mis. Mais c'est juste que du coup, il sera obligé de le transférer dans la RAM avant de t'envoyer. Donc tu as une micro. On parle pas d'un gros temps de transfert non plus. Sauf si ton disque dur est long est pas très rapide et que tu as beaucoup de volume sur le site que l'élément que tu essaies d'accéder en cache. Mais après, du coup, tu peux le réadapter. Parce que si tu as pas mal de RAM en cache, bah, du coup, tu peux mettre des objets plus gros aussi. Voilà. Et là, on peut faire enregistrer. Après, du coup, c'est adapté en fonction des usages. Donc, une fois qu'il est fait, on peut retourner dans le général. Et à ce moment-là, on pourra cocher pour activer le Squid Proxy. Ça, la deuxième case, c'est si jamais justement on supprime le squid et qu'on le remet, si c'est coché, bah, il va garder les anciens réglages. Alors que si c'est désactivé, bah, il va tout virer et il faudra recommencer les réglages de zéro. Donc là, on lui dit ce qu'il écoute l'IPv4, l'IPv6, l'IPv4, l'IPv6. Donc on peut voir pour lui mettre les deux. Ça, c'est lié à le CARP, ça c'est par rapport à la haute disponibilité, donc là on va pas s'en occuper. Ensuite, proxy interface, c'est sur lesquels le proxy va agir. Donc là on va mettre les deux, le WAN et le LAN. Ici, outgoing, c'est celle qui va vers l'extérieur. Donc c'est le WAN. Mais on peut laisser en auto aussi. Mais sinon, c'est là pour aller vers l'extérieur. Outgoing, c'est aller vers l'extérieur. Là, vous êtes dans Rimaka, c'est là. Hein, je suis dans général là. Après, bah, ça c'est le port qui va être utilisé pour le proxy. Celui-là, c'est le port par défaut. Pareil, si vous voulez changer le port de proxy par défaut, vous pouvez. Il faudra juste du coup qu'il soit quand même bien ouvert dans les machines et que vous indiquiez bien le bon port. Mais rien n'empêche de le changer. Donc là après il y a une possibilité. Ça peut régler certains problèmes. Le fait de forcer le DNS en IPv4 en premier. Sur certains points ça peut régler. Là c'est si on veut indiquer un autre serveur DNS que le proxy va utiliser. Mais là on va pas y toucher. Ah, ça, c'est quand on fait un montage de réseau. Hein? Ça, c'est quand on monte un réseau, en fait. Lequel, le proxy? Cette option-là. L'Alternet DNS? Non? Oui. Oui, en fait, après, si tu veux, quand tu es en proxy, il utilise un autre serveur DNS plutôt que celui général quand tu n'es pas en proxy. Tu peux dire qu'il utilise un autre proxy, quoi. Un autre DNS. Donc ça, je vais expliquer le mode transparent. Mais là, j'avoue que quand j'ai essayé de le mettre en place, c'était pas flagrant les résultats.
C'est pour ça que je vais l'expliquer pour que vous sachiez à quoi ça correspond si jamais on vous pose la question ou quoi. Le mode transparent, en fait, c'est fait pour que vous n'ayez pas besoin de configurer chaque machine indépendamment pour dire si elle va avoir besoin d'utiliser, si elle va utiliser ou pas le proxy. Parce que si vous vous souvenez hier, je vous ai dit qu'après pour activer le proxy, il fallait aller dans Windows, dans le proxy, et mettre l'adresse du proxy qu'on avait choisi. Là, l'avantage, on va dire, du mode transparent, c'est que du coup, il est censé intercepter tout sans que vous ayez besoin de faire quelque chose au niveau des machines clientes. Ça est censé faciliter le réglage. Mais là, j'ai réessayé quand même pour le mettre en place. Et ce que j'ai vu, c'était pas très flagrant, donc je vais pas vous le réexpliquer en détail. C'est pour le principe que vous sachiez que c'est du coup c'est lui qui va gérer tous les proxys de toutes les machines et de tout ce qui est connecté sur le réseau. Normalement, vous n'avez rien de plus à faire. Mais quand j'ai fait des essais, ça voulait pas marcher et tout. Mais comme du coup là on n'est pas exposé directement sur internet et que c'est pas lui qui fait la liaison, que même pour moi je passais par le VMware et tout, du coup les réactions sont pas totalement exactement identiques que si on était connecté à internet directement. Mais en général dans les entreprises ça peut faciliter les choses quand c'est bien mis en place, puisque du coup ça évite aux entreprises de régler chaque machine, le proxy sur chaque machine. Même si après, ces réglages peuvent être faits via des GPO et tout. Mais, quand même. Mais là, du coup, voilà, c'est pour connaître le principe. Et après, ici, le HTTPS SSL, c'est justement pour qu'il intercepte le proxy, aussi les connexions en HTTPS. Parce que sinon, par défaut, il vérifie les sites en HTTP, pas en HTTPS. Donc il faut l'activer là-dessus, mais il y a quelques options. Il y a quelques points de détail. Déjà, il faut mettre Splice All. Parce que si on met pas ça, il faudra que chaque machine où on veut que l'interception se fasse, il y ait un certificat installé sur la machine. Donc du coup, ça complique la configuration. Ça, c'est le premier point. Lui, il a le proxy en 3129, mais après, ça fait la liaison. Et ici, ce qu'il y a besoin, qu'on n'a pas encore, c'est qu'il lui faut un certificat d'authenticité que lui va créer lui-même. Donc pour ça, on va appuyer sur le petit i et on va aller dans Système et Cert Manager. On va faire un clic droit pour l'ouvrir dans un nouvel onglet. Ça évitera de revenir sur les choses qu'on a déjà faites. Et ici, il disait que c'était un certificat d'autorité qu'il avait besoin. Donc tout simplement, on va faire ajouter. Là, on va mettre par exemple pfSense CA. C'est de l'autorité interne puisque c'est lui au niveau du pfSense qu'on l'attribue. Là, c'est le type de clé. Donc là, on laisse sur RSA en 2048. Sachant qu'on pourrait aller beaucoup plus haut, mais après le décryptage, on va retrouver le même algorithme de hachage de tout à l'heure, le 256. Là, ils redisent bien que c'est au moins 256 qu'il faut utiliser, ou plus. La durée de vie du certificat.
Là, le nom commun, on pourrait le changer, mais je le laisse. Et après, bon, on pourrait remplir des informations. Ah, si, il faut remplir le pays commun, pardon. Bon, après, on pourrait mettre aussi n'importe quel pays, hein, mais bon, là, je vais mettre France. Et ensuite, on enregistre. Donc là, il a créé un certificat d'authenticité. Il est capable aussi, pour certaines choses, en plus après, de gérer des certificats directement. Là, il en a créé un directement pour le web configurator. Mais il est capable aussi, PSN, de gérer des certificats qu'on peut récupérer pour d'autres utilisations. Voilà, donc là maintenant on va revenir sur notre première configuration. Ah, du coup, bon, bah non, il n'a pas mis à jour automatiquement. Donc du coup, je vais décocher ça pour l'instant. Après, on va laisser. Là, on va activer le log éventuellement. On va dire rotate log, c'est tous les combien de temps il change les logs. Donc là, je vais mettre 2. Après, c'est en fonction de l'espace de disque que vous avez. C'est en jour, Hein? C'est en jour. C'est en jour, oui, c'est par jour. Ça vaut de combien de temps Enfin, c'est combien de temps, combien de jours les fichiers vont être gardés. Donc là, tous les 2 jours, bah, il va supprimer celui qui est plus vieux de 2 jours. Et là, c'est pour la page d'erreur. Donc là, j'enregistre. Ça aussi, ça c'est juste pour si vous oubliez de le cocher, c'est pas grave, mais ça permet d'éviter certains messages d'erreur qui sont récurrents, mais qui sont pas importants. C'est juste des fois il a des problèmes à lire les pages d'erreur et il fait pas mal de lignes qui peuvent perturber. Donc voilà, maintenant qu'il a rafraîchi la page, je vais aller pouvoir recocher le SSL. Il a gardé le splice all. Et ici maintenant dans AC, on voit que je peux choisir mon certificat. Et là on va revalider ça maintenant. Donc là pour l'instant, donc on l'a configuré. Il n'est pas opérationnel parce que du coup, on n'a pas dit de machine qui pouvait se connecter dessus. Mais avant ça, on va aller cocher ici. Vous voyez qu'il y a une case qui s'appelle antivirus. Ici, du coup, on va le cocher. Ici, c'est pour dire ce qu'on envoie vers l'antivirus comme identification. Là, scan, bah, il va scanner du coup par défaut toutes les données qui passent par le proxy. Donc ça veut dire que si vous avez un proxy qui rentre, qui vous sert de porte d'entrée à vos serveurs ou à votre réseau d'entreprise, bah, du coup déjà vous avez un premier contrôle de pare-feu. Déjà toutes les données normalement sont vérifiées. Pour faciliter des fois les données, si jamais dans l'entreprise ou même chez vous, vous faites pas mal de streaming, ils ont prévu une option pour désactiver ce qui était streaming de vidéo ou d'audio. Il va faire la différence, donc il ne les passera pas à l'antivirus. Parce que normalement, il y a moins de risques de toute façon avec le streaming de passer un virus. Donc là, tous les combien de temps il va mettre à jour. Là, vous voyez que pour l'instant, je ne peux pas cliquer dessus. C'est parce qu'il faut déjà que j'aille sauvegarder. Après ici, c'est la région à laquelle on va
on se connecte pour faire la mise à jour du serveur de base de données de virus. Donc là, bah, en général, on met le plus proche de chez soi. Ça, c'est si on avait d'autres bases de données ailleurs. Et après, du coup, on enregistre. Et là, maintenant qu'on a enregistré, on voit que le bouton Update antivirus est bien présent. Et donc là, bah, il est en train de le mettre à jour. Donc comme ça, en plus, votre proxy a également l'antivirus d'activer. Les ACL. ACL donc pour Access Control List, qui va permettre de gérer les sites qui sont autorisés à ne pas utiliser le proxy, lesquels sites vont être bloqués par le proxy, quels réseaux peuvent être bloqués par le proxy. Aussi, si jamais vous voyez que vous avez des attaques toujours du même bloc d'adresse de réseau et tout, bah vous pouvez bloquer le réseau en question. Après, whitelist, c'est justement les sites qui sont autorisés à se connecter à travers le proxy. Et après, ça, les blacklists, c'est le contraire. C'est ceux qui sont censés être bloqués. Je ne l'ai pas réessayé sur celui-là. On va retenter. Là, c'est pour bloquer certains autres éléments. On peut même bloquer un type de pièce jointe. Par exemple, si on veut bloquer des PDF et tout, normalement on peut dire que les PDF ne passent pas le proxy. Parce que potentiellement il y a des risques de menaces. Oui. Moi, ça m'est arrivé que quand je postulais en ligne, Mhm. certains documents, ils n'acceptaient pas. C'est dû à ça, du coup. Ça peut être dû à ça, oui. Après, ça peut être dû aussi à leur serveur, à comment ils ont configuré le serveur web derrière. C'est pas forcément que le proxy, mais si dans le serveur web qu'ils ont configuré, ils ont dit bah tu prends que les JPG et les BMP ou les PNG, bah du coup tous les autres fichiers ils seront refusés. Mais ça peut être potentiellement le pare-feu. Mais normalement dans le site, comme c'est fixe, bah, c'est plutôt le site lui-même qui le bloque. Mais je veux dire par exemple avec le proxy, si tu si donc, voilà. Après les ACL qui permettent de dire du coup qu'est-ce qui est autorisé, pas autorisé au niveau des informations, on a aussi un gestionnaire de trafic. Dans le gestionnaire de trafic, du coup, on peut dire la taille maximum que les personnes par le proxy sont autorisées à télécharger. Donc comme ça, si on veut pas que les gens téléchargent des gros fichiers ou quoi à travers le réseau, et bah du coup on peut leur dire bah les fichiers ça sera pas plus de 50 mégas on va dire. Ou voire moins en fonction de leur rôle. On peut faire la même chose pour l'upload. Là, quel volume maximum d'upload on peut donner. Ensuite, on a le throttling, c'est-à-dire ce qui permet de gérer le débit de la bande passante. Donc on peut le régler soit au niveau total du réseau, soit au niveau de chaque hôte. Donc par exemple, si je mets 1000, la personne, chaque hôte va être bloqué à 1000, à 1 méga par seconde, pas plus de vitesse. Donc là, ça, si on coche ça, c'est-à-dire que même ceux qui n'ont pas de restriction, bah, ils auront quand même la restriction. Là, on peut l'exécuter le throttling uniquement
pour certaines extensions. On n'est pas obligé de le faire pour tout. Mais par exemple, on peut le faire quand c'est des exécutables ou des archives. Quand c'est des ISO, ben, on peut l'appliquer aussi. On peut choisir vraiment, si on veut vraiment aller jusqu'au bout, on peut aller vraiment dans les détails. Et là, c'est pour annuler des choses. Donc ça, on n'y touche pas. Donc bon, là, j'ai pas fait de modification, donc je vais pas enregistrer. Après, l'authentification, ça c'est si on veut utiliser aussi l'authentification pour voir, pour avoir un suivi de qui passe par le proxy. Donc dans ce cas-là, on pourrait faire local. C'est le serveur actuel qui va servir à la vérification. Donc là, c'est le mot qui va, ça c'est la phrase qui va afficher pour demander l'identification, pour demander de rentrer sur le proxy. Et après, combien d'IP peuvent être utilisés par le proxy par le même utilisateur. C'est-à-dire si l'utilisateur se connecte sur plusieurs PC ou quoi, bah, il peut utiliser que 5 PC avec son identifiant. Enfin, il peut utiliser X nombre d'adresses IP au maximum en fonction de... Après, bah, ça c'est les réglages si on se connectait par un LDAP. Donc là, bon, je vais pas le faire. Si, je vais le laisser en local. Comme ça, on va faire un test après. Bah, du coup, il faut que j'enregistre. Par contre, si je fais en local. Qui veut. Allez. Cliquer, oui, ça. Il est en train de travailler. Je vais essayer d'aller dans User, on va voir. Ouais, s'il il a sauvegardé, c'est juste qu'il a ramé. Utilisateur, par exemple, je vais mettre la User, je vais lui mettre un mot de passe User. Et une description, bah, on met ce qu'on veut. Là, je vais mettre 2 fois User. Real time, ça permet de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans les choses et tout, dans les différents logs avec l'antivirus et tout. L'état du coup c'est pour voir un peu l'état, mais normalement ça n'y a pas spécialement besoin. Et la synchronisation, c'est pour synchroniser éventuellement plusieurs PSNs pour qu'ils sauvegardent les informations dans un autre. Au cas où un des PSNs tombe, bah, il y a toujours l'autre qui a les informations. Voilà. Déjà avec ça, on a fait un peu plus le tour. Et là, par exemple, si je vais dans les paramètres de Windows, ici je tape proxy. D'accord, bon lui du coup il va chercher directement. Donc ici j'active le proxy. L'adresse on a dit c'était 192.168.200.129. Et j'enregistre. Ça on peut la retirer. Normalement ça l'est.
Et là, logiquement, si je fais... Voilà. Là déjà, là on voit qu'il me demande du coup l'utilisateur que pour accéder au proxy, puisque on lui a dit de se connecter en local. Donc là du coup il nous demande, ok, j'ai bien vu que tu utilises le proxy, mais du coup qui est en train d'essayer d'utiliser le proxy? Donc là je mets le mot de passe et tout. Et on voit que du coup là ça a été... La page a été bloquée parce que j'avais demandé de bloquer la page microteltorsi.org. Si j'essaie d'aller sur notre page, voilà, on voit que c'est bloqué. Maintenant on va vérifier. J'avais pas mis Splice All. Donc ça, normalement, ce message-là était pas censé apparaître parce que j'étais censé avoir mis Splice All. Donc est-ce qu'il y a un truc qu'il a pas pris en compte? Si, normalement, il aurait dû... Et de toute façon, on peut voir du coup que c'est bien lié au proxy, puisque si je coupe le proxy, normalement ça va se connecter. Et normalement, par contre, j'ai ça sur toutes les pages HTTPS, c'est-à-dire à peu près toutes les pages maintenant. Et ça, pour le coup, quand j'avais essayé, ça avait marché, le Splice All. Alors j'avais coché un truc. Ah, je crois que j'avais vérifié les trucs de vérification. Je crois que c'est ça. Non, c'était pas ça. Bon. Je vais voir après.